Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabide et c'est une joie de vous retrouver. Mardi, le 26 septembre cette année, le Rwanda va se joindre au reste du monde pour célébrer la journée consacrée à la planification familiale, dont les cérémonies au niveau national se dérouleront dans le district de Nyamasheke, en province de l'Ouest. Le directeur en charge du programme de la santé maternelle et de l'enfant dans les hôpitaux, Dr François-Régis Chiza, indique que le refus de la planification familiale est beaucoup plus observé chez les célibataires et chez les mariés trop liés à la croyance religieuse. 37% de jeunes au Rwanda n'ont pas accès aux services de planification familiale pour différentes raisons, directes ou indirectes, ou au moment où 14% des femmes mariées n'en ont pas également accès. Le directeur du département en charge de la coordination des activités de l'initiative de développement sanitaire HDI et la population, Alliance Ishimie, indique que les jeunes ont le désir de recevoir en secret les services de planification familiale parce qu'ils sont embarrassés. L'enquête 2020 de l'Institut national de statistique du Rwanda révèle que c'est 64% des femmes entre 15 et 49 ans qui pratiquent la planification familiale à l'aide de la méthode naturelle, tandis que 58% d'entre elles pratiquent les méthodes modernes. Je vous le disais en titre, un ancien préfet rwandais, Pierre Kayondo, a été mis en examen à Paris et écroué, suspecté d'être impliqué dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Pour en savoir un peu plus sur ce cas, notre collègue Jean Damascène Manishimwe vient de s'entretenir avec Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui avait déposé une plainte contre ce suspect. Suivez. Nous avons appris l'arrestation de Pierre Kayondo. Vous avez eu aussi cette nouvelle, hein? Oui, effectivement. Nous avons été appelés ce matin par un journaliste de l'AFP qui nous annonçait à la fois la mise en examen et l'arrestation de Pierre Kayondo. Je crois que ça a eu lieu mardi dernier, mais bon, nous ne l'avons appris qu'aujourd'hui. Mais c'est bien confirmé. Alors, on peut savoir un peu plus sur cette personnalité? Nous le connaissons, oui, nous le connaissons un peu. Nous savons que c'est un ancien préfet de Kibouye à l'époque. Il a été aussi ancien ministre. Et pendant le génocide, en fait, il est venu réactiver et activer les tueurs dans sa commune d'origine de Ruango. Au sud de Gitarama. Et donc là, nous avons recueilli un certain nombre de témoignages le concernant. Certaines victimes se sont même constituées partie civile. Et il se trouve que dans la bande dessinée qui a été dont on a publié qu'on a publié il y a 2 jours ici en France, oui, eh bien, on évoque le cas de Pierre Kayondo sous un pseudonyme, mais quand on dit Justin K dans cette BD, il s'agit de lui. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du génocide, il était encore préfet de Kibouye, c'est ça? Au moment du génocide, oui, je crois. Alors, est-ce qu'il était encore ministre? Je ne sais plus, parce que là, je ne me trouve pas à la maison actuellement. Mais bon, il était ministre et, comme beaucoup de responsables politiques, il a quitté la capitale pour venir sur son lieu d'origine à lui, pour inciter les gens à participer au génocide. Et nous avons déposé une plainte contre lui, je crois, en février 2021. Maintenant que votre plainte est suivie par cette arrestation, quelle est votre réaction? Alors, on avait su assez rapidement que les juges d'instruction avaient ouvert une information judiciaire contre lui, qu'ils étaient partis sur place au Rwanda, à Ruango, en commission rogatoire. Donc, ils ont pris au sérieux très, très, très vite notre plainte. Bien évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de cette arrestation. Monsieur Kayondo n'est pas un jeune homme, hein, je pense qu'il a au-delà de 70 ans. On se trouve en France en présence de personnes qui sont poursuivies par la justice
et qui sont âgés, voire parfois très âgés. Donc voilà, c'est une nouvelle qui nous réjouit et on espère surtout que si procès il y a, eh bien on ne traîne pas comme dans d'autres affaires. Mais vous savez, nous ça fait 28 ans bientôt qu'on s'est engagé dans ce combat pour la justice et on a eu déjà pas mal de déceptions. Donc comme je le dis souvent, tous les retards qui se sont accumulés, eh bien, ne se rattraperont jamais. Alors, Alain Gauthier, pouvez-vous nous faire le point sur le combat que vous menez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des procès qui approchent d'après votre connaissance? Oui, bien évidemment. Donc là, nous avons terminé le procès en fin juin. Comme vous le savez, on a terminé le procès Philippe Ategue-Kimana, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Malheureusement, comme on pouvait le craindre, il a fait appel. Donc c'est un procès qu'il va falloir recommencer. Il y aura aussi le procès de Laurent Bouti-Baruta, qui a fait appel avant lui, et l'Inera Amoué de Kibouye, Claude Mouaïmana. Donc là, on a trois procès en appel. Mais à partir du 13 novembre jusqu'au 22 décembre, nous aurons le procès du médecin Sosten Mouniemana, qui était médecin à l'hôpital de Boutaré, et qui est poursuivi uniquement pour avoir détenu les clés du bureau de secteur où étaient enfermés les Tutsis, et de là tués, soit sur place, soit emmenés ailleurs pour être tués. Donc ça, c'est la prochaine échéance. Et puis on attend aussi, mais ça, la date n'est pas encore fixée, mais on attend aussi le procès d'un autre médecin de Boutaré, Eugène Roy-Moutio, qui lui était responsable d'un responsable de la santé publique à Boutaré, mais on ne connaît pas les dates de son procès. Donc on a encore beaucoup d'échéances connues et encore plus d'échéances inconnues. Oui, et le combat doit continuer absolument. Le combat, bien sûr, doit continuer. C'est une exigence. Hein. Seule la justice peut réparer un peu, j'ai dit, hein, oui, les douleurs et les souffrances des rescapés. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Les analystes politiques au Rwanda estiment que les pays africains doivent inventer leur propre mode de gouvernance au lieu de chercher à tout construire sur les modèles occidentaux non adaptés aux réalités africaines. Jean Damascène Manichini, encore une fois. La gouvernance mondiale, les conflits dans le monde, la mise en pratique des objectifs de développement durable figurent parmi les points largement évoqués par les chefs d'État et de gouvernement qui se sont succédés à la tribune de l'ONU à New York. De façon particulière, les chefs d'État africains ont dénoncé le fait que le continent soit laissé en arrière, mettant en cause l'Occident qui, selon eux, cherchait toujours à imposer ses valeurs aux pays africains. Pour certains analystes politiques, les Africains devraient plutôt adopter une démocratie à l'africaine. La démocratie, c'est un concept politique, mais aussi socio-économique. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire que les citoyens donnent des responsabilités à leurs dirigeants. Ça, c'est le principe de la démocratie. Mais le deuxième aspect qui est très important, c'est ce que font ces dirigeants quand ils sont dans leur position d'autorité. Alors, je pense que pour que la démocratie soit efficace, il faut que les dirigeants en place obtiennent des résultats tangibles dans la transformation socio-économique, mais aussi dans la promotion de la bonne gouvernance. Les dirigeants qui se sont exprimés dans la tribune des Nations Unies ont surtout parlé de développement durable. Et ils ont aussi dénoncé les injustices du passé, surtout le passé colonial. Je pense que pour le moment, pour que la démocratie soit efficace en Afrique, il faut qu'elle soit transformationnelle, que les dirigeants africains obtiennent des résultats tangibles dans le développement de leur peuple, dans la promotion de la bonne gouvernance, sans surtout parler de l'alternance parfois, alternance sans résultats tangibles sur le terrain. Je pense que c'est ça l'aspect pratique de la démocratie. L'alternance en soi n'est pas synonyme de démocratie.
Il faudrait plutôt se demander si le développement souhaité est réalisé et si oui, comment le sauvegarder. Est-ce que l'alternance peut nous aider? La démocratie doit tenir compte de ce qui est utile au peuple. La démocratie ne doit pas être une conception globale au service des intérêts particuliers. Elle doit plutôt être particulière à chaque pays, adaptée à chaque peuple et dire par exemple quel est le modèle qui vous convient en tant que peuple rwandais. Pour l'ambassadeur Joseph Mutaboba, cette attitude de la communauté internationale, qui ne considère pas suffisamment les pays africains, est à l'origine des conflits qui s'enlisent sur le continent. Il faut qu'il y ait une certaine connaissance du terrain. Les gens croient pouvoir résoudre les problèmes d'un pays ou d'une nation sans connaître ce pays ou sans connaître cette nation. Donc si vous ne connaissez pas les problèmes à fond, vous ne pouvez pas les résoudre comme il faut. Donc il faut faire un effort spécial pour essayer de déployer des chercheurs ou des connaisseurs du milieu pour essayer d'adresser un problème tel pour une communauté telle. Sinon, on va continuer à tourner en rond. Une fois que vous avez défini les problèmes, il faut donner des moyens adéquats, donc des solutions adéquates pour dire, écoutez, on parle d'un problème de racisme, on parle d'un problème de discrimination, on parle d'un problème de génocide potentiel. Là, je donne le cas de la RDC. À ce moment-là, vous savez exactement ce qu'il faut faire vis-à-vis ce genre de problème. Et une fois que vous l'avez fait, et que vous avez les moyens de le faire, il faut les mettre en application et en entièreté, sans tenir compte des intérêts propres ou individuels de chaque pays. Si les Nations Unies prennent du temps pour intervenir là où il le faut, cela devrait plutôt éveiller les Africains et les pousser à chercher eux-mêmes des solutions aux problèmes qui les préoccupent, au lieu de miser sur l'extérieur. Mais l'ONU, c'est qui? C'est les nations qui se réunissent, qui doivent prendre une décision. Et chaque nation a ses intérêts. Et quand vous n'êtes pas à table et que vous devez forcément être ceux-là pour qui il faut prendre une décision, c'est ceux qui vous représentent. Et donc, ceux qui vous représentent, c'est ce qu'ils veulent qui se passe. Et ça fait que l'organisation, malgré sa taille, malgré son poids relatif, elle échoue chaque fois à régler les problèmes entre les nations, les problèmes ethniques, les problèmes comme les coups d'État maintenant qui sont récurrents maintenant dans le continent. Donc ça fait que des fois, moi je pense que c'est mieux pour nous d'abord pour pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes et nous faire face et régler nos problèmes de l'intérieur. Il vaut mieux qu'on limite quand même nos attentes vis-à-vis de ces grandes institutions à qui parfois on tourne tout notre espoir et malheureusement qui ont aussi leurs contraintes internes, qui ont aussi leurs limitations qui font que parfois ce n'est pas de mauvaise foi. C'est juste le fait que l'institution même est fabriquée de telle façon que pour qu'elle prenne une décision, il faut que tout le monde s'entende. Et si tout le monde ne s'entend pas, ça veut dire qu'aucune décision ne peut être prise. Et entre-temps, les vies sont perdues, il y a eu des catastrophes, il y a eu des problèmes un peu partout parce que eux, ils doivent pouvoir suivre les règles. Et la bureaucratie a pris le dessus, pas parce que l'organisation n'est pas capable, mais malheureusement, elle n'a ni d'armée, elle doit mobiliser les gens pour faire des interventions. Et c'est difficile aujourd'hui d'avoir les États avec la polarisation de notre monde actuel pour qu'ils s'entendent, pour dire voilà, et peu importe qui est impliqué dans ce conflit, c'est-à-dire, quand c'est injuste, l'ONU devait quand même prendre des résolutions. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. D'autres dirigeants du monde ont également dénoncé le retard dans la mise en pratique des objectifs de développement durable, ce qui n'arrange pas les pays sous-développés dont le peuple continue de vivre misérablement. Des terres à cultiver sont gratuitement offertes aux citoyens d'un peu partout dans le pays. Ils expriment leur gratitude au gouvernement pour cette action et lui promettent qu'ils vont déployer des efforts pour les exploiter et ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Kassim Youssouf. Un peu partout sur le territoire national, les habitants sont en plein travaux champêtres dans le cadre de la saison culturelle à 2024. Cela se fait en même temps que des lots de terres non exploités pendant longtemps sont distribués. Ceux qui les ont obtenus remercient le gouvernement car ils sont prêts à les exploiter. Peu de gens actuellement disposent des terres à leur nom et il faudrait parler à ceux qui ont des terres à cultiver.
Ce qui me passionne, c'est qu'après la récolte, je n'achèterai plus de manioc parce que je pourrai le conserver. Cela va m'aider à avoir toujours un stock de nourriture et une partie à vendre. Ceux qui sont chargés de l'agriculture au niveau des instances de base sont à pied d'œuvre pour aider ses habitants à cultiver de manière professionnelle afin d'accroître la production agricole. Nous sommes à 100% avec eux et nous les aidons de toutes les manières possibles. Le matin, nous les accompagnons dans toutes les zones pour qu'ils achèvent le travail et nous donnons des terres à d'autres agriculteurs. Notre objectif cette saison est d'exploiter toutes les terres possibles afin d'augmenter la production et d'encourager les agriculteurs à utiliser des engrais. Même si un peu partout dans le pays des terres non cultivées sont proposées à ceux qui peuvent les exploiter, il y a ceux qui hésitent à les céder. Nous leur disons immédiatement que même s'ils ne veulent pas cultiver cette terre, nous pouvons trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Il y a ceux qui le donnent à leurs voisins, d'autres qui la vendent aux agriculteurs, mais il y a ceux qui refusent catégoriquement. C'est à ce moment-là que nous intervenons en tant qu'autorité. Nous leur disons que quiconque possède un terrain doit l'exploiter et que la moindre des choses est de le louer. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Moussafiri Ildefonse, a fait savoir qu'aucune terre destinée à l'agriculture ne doit rester inexploitée. J'espère que cette saison apportera des changements concrets et une énorme augmentation du volume de production. Nous considérons l'avenir et ce qu'il représente pour les citoyens en termes de sécurité alimentaire. Ce que nous voulons, c'est que les Rwandais puissent avoir de la nourriture et de manière durable, que ce soit au terme des stratégies de transformation nationale 2017-2024. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour les citoyens parce que personne ne peut être heureux sans avoir de quoi mettre sous la dent. Afin d'améliorer ce système, un poste de commandement a été mis en place dans chaque secteur pour collecter des informations sur les terres non exploitées dans chaque cellule. Telles sont les quelques mesures que le gouvernement a mises en place afin d'accroître la production agricole qui aiderait le pays dans son développement. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Les jeunes sont invités à se protéger contre l'héritage d'une sombre histoire, mais plutôt à privilégier la fraternité qui consolide la paix. Tel est le message qui a été délivré aux jeunes ce samedi à Kigali lors de la publication du livre intitulé Gwiza Mahoro, programme 2100, rédigé par l'abbé Théogène Iyakaremi. Encore une fois, suivez Kassim Youssouf. La fin du XXe siècle au Rwanda a été caractérisée par le divisionnisme instauré par les colonialistes et soutenu par des politiciens véreux ayant répandu la haine dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Gassimba François est un éducateur. Il dit que les jeunes particulièrement devraient le savoir et c'est cette sombre histoire qui a poussé l'abbé Théogène Iyakaremi à rédiger le livre qu'il a intitulé Gwiza Mahoro, programme 2100, approche de dialogue intragénérationnel. C'est une analogie que j'ai faite, mais je ne suis pas celui qui a découvert que le siècle dispose de 4 générations, mais c'est comme si je mets cela en association avec un parent qui a 4 enfants où le premier-né lègue l'héritage au second qui devra faire un choix de l'héritage qui sera légué aux autres. L'abbé Théogène Iyakaremi estime que le dialogue entre ceux qui ont vécu la sombre histoire du XXe siècle et la génération suivante doivent être caractérisés par la sincérité et que les jeunes puissent se protéger contre l'héritage de la sombre histoire. Dans nos principes en tant que chrétiens, le bien triomphera toujours. Le fait que j'ai l'espoir que le bien va triompher, cela me rend plus fort. On ne renonce pas à faire des bonnes choses.
et en éduquant les gens à faire des bonnes choses, indépendamment de ceux qui font le mal. C'est le seul secret de triompher sur ceux qui accomplissent le mal. Les jeunes membres de l'organisation Karoli Luanga indiquent être prêts à bâtir le Rwanda sans aucune trace de divisionnisme ni de haine. En tant qu'aîné de la génération, pour éviter que la sombre histoire, la haine et toutes les mauvaises choses qui ont caractérisé le siècle dernier pénètrent dans le présent siècle, il faudra briser cette chaîne. On nous apprend que l'on doit être bon mentalement, physiquement et matériellement, c'est-à-dire avoir le sens de l'humanité, que tout le monde a le droit à la vie et qu'ainsi personne ne devrait avoir en lui le sentiment de haine. Bon mentalement afin d'avoir des idées pour le développement du pays et bon matériellement pour soi et pour également le bénéfice des autres. Il faut qu'on soit solidaire et comprendre qu'on doit œuvrer pour la paix et la bonne cohabitation afin de ne pas décevoir les autres générations à venir. Nous sommes les aînés et ceux qui suivront pourront se demander pourquoi nous avons ainsi vécu. L'abbé Théogène Yakaremye indique que les leçons que renferme son livre montrent le chemin que les jeunes doivent emprunter au cours de ce siècle pour consolider la fraternité et la paix en tant que source du développement durable du Rwanda. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.